Fabrice, Ah, bonsoir les super, gars. Thomas. Ok, ben Bonsoir. là, Salut on va Thomas. être bon, hein. On avait dit 21h15 parce Je suis qu'on a fait un désolé, petit peu. j'ai été un petit peu retardé là. Non, mais c'est bon, on a dit 21h15. C'est bon, regarde, c'est 21h08. Bon, tout le monde va bien? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ça va, ça va. Là, je sors d'une séance de sport, je suis juste au poil. Bon, nickel. Bon, on a fait un petit peu, puisqu'on avait dit 21h15, donc on commencera un petit peu avant 21h10, voilà, dans 2 minutes. Ok, on lancera le live. Je vois que, en fait, on avait préparé juste avant pour la technique, mais je vois que tout le monde entend bien. Et donc, tout le monde est bien placé. Thomas, on voit juste les yeux là. Donc Ah ouais, voilà. je suis reculé. Voilà, là, je suis bien. Super, nickel. Non, mais on est bien, ça tourne bien. Super. Donc tout le monde est en place, tout le monde a ses petits écouteurs. Là, On est bon. je suis en haut-parleur, vous m'entendez bien? Hmm. Oui, super. Ouais. Ok, parce que les écouteurs, en principe, ça marche moins bien dans mon cas. Alors, bon, on va commencer là, c'est 21h10. Alors, bon, bonsoir à tous pour ce premier live vidéo de la CDC, du podcast de la CDC 109. Moi, je pensais pas qu'on arriverait à faire un live vidéo, mais je vois que déjà techniquement, on est pas mal au point. Donc, ça fait plaisir. C'est pas évident. Tout le monde n'est pas dans la technologie et tout ça. Donc, moi, je suis super ravi. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde. Alors, pour info, pour ceux qui voient pas, on est bien, il y a bien une vingtaine de personnes connectées, hein. Moi, je les vois. Donc, ben, je remercie déjà ceux qui suivent le live vidéo, hein, c'est déjà le plus important. Après, bon, je remercie bien sûr Franck, Mickaël et Thomas qui va animer avec moi ce petit live vidéo. Donc, c'est super sympa. C'est le premier. Donc, on s'excuse déjà auprès de tout le monde s'il y a quelques petits soucis techniques, si on peut pas prendre toutes les questions de tout le monde parce qu'on voit pas les commentaires. Voilà, donc on va essayer. Moi, je vais essayer de noter un petit peu. Je les vois puisque là, je vois qu'il y a 3 cœurs qui apparaissent. Donc, c'est bon, je vais arriver à voir les commentaires. Alors, aujourd'hui, donc le thème du live vidéo, avant de présenter bien sûr nos amis des invités, donc on a dit qu'on parlait bien évidemment, Thomas, je préfère que ce soit toi qui dises le terme puisque tu m'as repris au téléphone, c'était les bons termes, je me suis trompé dans les écritures, donc vas-y, je préfère que tu présentes le thème. On va vérifier avec Franck et Mickaël s'ils sont d'accord, mais tu voulais parler des organisations type 4-4-2, 4-3-3 et système de jeu, ça convient à tout le monde? Parfait. C'est bien. Ok, C'est un bon ok. début. Donc le thème sera les systèmes de jeu. Donc déjà, ceux qui veulent faire des petits commentaires sur les remarques de Franck et Michael, n'hésitez pas à faire des commentaires donc sur les systèmes de jeu. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, on a préparé quelques questions, hein, il n'y a pas de surprise avec Franck et Michael et Thomas. Donc, on va essayer chacun va poser des questions à Franck, Michael essaiera de répondre à Franck, etc. On va essayer que ça soit fluide, que tout le monde parle pas en même temps. Donc, c'est ça, ça sera simple. Donc, en fait, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour de table avant et chacun se présente rapidement par rapport au club, hein, par rapport au club et ce que vous faites, si vous êtes coach ou directeur sportif, etc. Voilà, donc on fait un petit tour de table. Allez, je commence avec mon écran en haut, Monsieur Franck Patouillet, que je remercie encore. C'est lui qui a fait le premier podcast de la CD 69 et il est le premier live. Donc ça ne peut être que lui. Mais, déjà, merci. Bonsoir à tous. Merci Fabrice également pour l'invitation, à la fois ce soir, mais aussi pour la première. Bon, on se connaît, on a joué ensemble aussi, donc c'est pour ça on a des affinités, une même passion puis des affinités. Donc moi, Franck Patouillet, donc 52 ans, je suis coach depuis 3 saisons au FC Namur Poule. Après, j'ai fait, je suis, je crois, à ma 33e licence d'éducateur, donc ça fait un tiers de siècle que j'ai commencé avec des tout petits, avec après des ados, puis des seniors, des féminines, ouais, j'ai passé un petit peu dans toutes les catégories. Voilà, donc là, 3 ans en poste responsable du groupe senior au FCLP. Dont 2 saisons qui ont été interrompues par le Covid. La seule saison qu'on a pu terminer, c'est la saison passée. Et là, j'attaque ma 4e saison.
Donc, Mickaël, à ton tour, si tu peux te présenter. Oui, un tout petit peu plus jeune que Franck. Moi, j'ai 44 ans. Je suis salarié du Gol FC où j'ai occupé pas mal de postes là-bas. Le dernier en date étant celui de manager général où je veille au bon fonctionnement du club dans son ensemble avec un rapprochement au niveau de la Nationale 2. Après, sur mon parcours de coach, alors cette année, j'ai pas d'équipe. Hein, on va voir si ça me manque ou pas, mais ça va me faire une petite coupure afin de passer mon DES en VAE qui est l'objectif de cette saison. Et derrière, donc, je m'occupais aussi un peu comme Franck, toutes les catégories, des plus petits aux plus grands, avec pas mal d'expérience dans différents clubs, tout simplement. Et puis, bon, président de l'amicale des éducateurs du Rhône. On l'oublie pas, c'est important. C'est vrai, bon, bah, Voilà. tu fais bien de me faire un rappel. Il faut que j'adhère. Putain. Je suis pris. Ça va venir, mais Bon, tout le monde, on je est suis très, pris, là. Là, la semaine prochaine, c'est bon. on est très en retard. On est très en retard. On va relancer début du mois prochain. Putain, je l'avais promis dans le podcast. Je suis cramé. Demain, je suis obligé. Allez. Ok. Allez, Thomas qui va animer avec moi. Si tu peux te présenter aussi, Thomas. Oui, bah, Thomas Vartagnan, je suis éducateur depuis un peu moins de 10 ans. Là, cette saison, je suis sans club. Je sors d'une expérience de 2 ans à Genasse avec les U18 féminines du club et je débute cette année le tutorat avec un stagiaire de BMF. Donc, c'est une saison que je vais aborder différemment cette année et avec plaisir aussi d'être là pour parler foot avec les collègues. Ok, bon, ben, merci, messieurs, en tout cas, de l'invitation tous les trois. C'est super. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, moi, je vais commencer à poser une petite question à Franck, hein, avant de rentrer dans les détails des systèmes de jeu. Franck, est-ce que tu as, toi, un système préféré? Préféré, oui et non. Après, oui, quand même, il y en a un que je suis plus adepte. C'est le plus, on va dire, celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est le 4-3-3. Euh, c'est peut-être celui qui, en termes de philosophie de jeu, me convient le mieux. C'est celui que je pense qui, en termes d'équilibre, peut être le plus approprié sur l'occupation enfin, des terrains. Mais après, bon, on en parlera un petit peu plus tard. Enfin, le système, c'est une chose. Tout le reste, il y a beaucoup d'autres ingrédients, d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Après, je suis aussi, ben, je suis très ouvert à différents systèmes, d'être voilà, d'avoir des possibilités à jouer avec plusieurs systèmes. Je suis pas fermé du tout sur un seul système, un seul modèle. Je pense pas qu'il y ait vraiment qu'un seul modèle vraiment à proprement dit qui marche, qui fonctionne. Ça dépend de beaucoup de plein d'éléments. Mais celui que j'affectionne le plus, et c'est pas forcément celui avec lequel je joue actuellement, mais ça serait le 4-3-3 pour répondre à ta question, Fabrice. Ouais, dévoile pas ton système de jeu, hein, c'est le début du championnat, Franck. Non, il y a pas ouais, après, il y a pas trop de surprises non plus, parce que, comme je l'ai dit, le système, c'est une chose, il y a plein d'autres choses, d'autres ingrédients, d'autres choses, d'autres paramètres qui sont bien plus importants qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Et Mickaël, bah, la même question pour toi, sachant que ça sera plus facile de répondre peut-être puisque tu es sans équipe là actuellement. Ouais, je peux rien dévoiler, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, faut pas tout dévoiler, pardon. Il n'y a pas de surprise. Non, non, je ne vais pas être très original parce que moi, effectivement, le 4-3-3 est un système que j'affectionne. En tous les cas, après, comme l'a dit Franck, il y a tellement d'autres paramètres. Déjà, les joueurs vont, on va expliquer un petit peu ça tout à l'heure. Après, un petit bémol, une petite évolution, moi, par rapport on va dire, aux 10 dernières années, parce que j'étais bien fan aussi d'un 4-2-3-1, mais avec un joueur avec un numéro 10 qui se fait plus aujourd'hui. Je vois plus dans la formation de vrais numéro 10, de 9 et 10. Donc ça me dérange un petit peu. Donc on est obligé de basculer dans un 4-3-3 où principalement sur le marché on retrouve pas mal de 8, un petit peu box-to-box, capable d'aller casser des lignes, mais beaucoup moins de talent qu'un Zinedine Zidane ou d'autres joueurs de ce type-là, quoi. D'accord, merci à toi. Mais voilà. Ok. Et Franck, alors, ce système de jeu 4-3-3, tu le mets en place pourquoi? Parce qu'il te semble facile ou parce que tu as vraiment une préférence sur le côté eh ben, à plat, quoi. Trois lignes bien distinctes, défense, milieu, attaque. Pourquoi tu préfères ce système-là? Non, non, c'est la répartition. Je pense que la répartition enfin, des rôles de chaque joueur est plus lisible et plus compréhensible enfin, pour des joueurs. On va dire que c'est un système qui est utilisé, enfin, qui est beaucoup utilisé, enfin,
Je parle après à un autre niveau, mais parce qu'il est facilement intégrable pour des joueurs. Il est assez simple dans sa construction, dans les déplacements qu'on peut demander. Après, on peut y mettre tout un tas de variantes, tout un tas d'autres paramètres qui peuvent venir, voilà, créer la diversité. Mais je dirais que c'est quelque chose de basique. C'est quelque chose, pour moi, c'est un système qui est basique. C'est un système qui a traversé des années. Dans les années 80, fin des années 80, ceux qui ont connu la GA Auxerre, enfin, c'était déjà un modèle qui était vachement employé avec vraiment des vrais, à l'époque, on avait des ailiers, on avait des postes qui ont un petit peu évolué. Mais ce modèle existe depuis très longtemps. D'autres sont venus se greffer, au fil de ces dernières années, comme l'a souligné Michael. Il y a des postes qui ont complètement évolué, donc d'autres systèmes sont apparus également. Mais, ouais, moi, je pense que, en termes d'intégration pour les joueurs, de façon basique, encore une fois, c'est quelque chose qui reste assez simple et lisible aussi, et compréhensible pour les joueurs. Et pour toi, donc, Michael, même question. Comment tu justifies, ou du moins tu es attiré par ce système-là de 4-3-3, peut-être pour les mêmes raisons ou d'autres? Ouais, un peu comme tous les systèmes, mais c'est vrai que le 4-3-3, on peut attaquer en nombre déjà, voilà, avec des ailiers qui se projettent, enfin des excentrés, des ailiers, c'est un petit peu un terme aujourd'hui ancien, mais des excentrés, voilà, qui percutent avec l'excentré opposé qui rentre, avec des 8 qui peuvent être en soutien aussi de l'attaquant, donc on peut mettre du nombre dans la surface de réparation, c'est toujours intéressant. Et à la fois, défensivement, on peut former vraiment un bloc compact, parce que c'est le plus important, c'est le bloc compact. Moi, j'aime bien aussi, voilà, sur mon 4-3-3 qui se transforme défensivement en 4-1, 4-1, de manière, voilà, avec un joueur situé entre nos deux lignes, là, entre les défenseurs et les milieux, qui permet de colmater un petit peu toutes les brèches à gauche, à droite. Voilà, mais et puis dans l'occupation du terrain, effectivement, c'est plutôt judicieux. Je pense aujourd'hui, sans vouloir me tromper, que c'est un système qui est quasiment utilisé le plus souvent sur nos terrains. Voilà, après, bon, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi en fonction des profils des joueurs que l'on a. C'est peut-être le plus simple aujourd'hui, dans la mesure où on a beaucoup d'excentrés, de joueurs techniques qui percutent. Voilà, je parlais de l'extinction du numéro 10, où on n'en trouve plus du tout. On a aujourd'hui plus de 8, plus d'excentrés. Voilà. Après, il faut aussi un 9 capable d'évoluer dans ce système-là. Il se retrouve tout seul, comparé à un 4-4-2, forcément. C'est aussi des joueurs qu'on retrouve un petit peu plus assez athlétiques, capables de garder le ballon dos au but pour faire remonter le bloc. Donc c'est quelque chose qui est assez traditionnel en soi. Après, comme le disait Franck tout à l'heure, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte que finalement, c'est qu'un détail, hein, dans la façon de jouer, dans tout ce qu'on veut inculquer dans nos équipes. Ouais, D'accord, merci. alors, Michael, très juste, hein, justement, il y a Iskandar qui mettait un petit commentaire, hein, Iskandar qui coach à l'ASVEL, qui disait justement les 4-3-3, les 4-4-2, tout ça, ça dépend des profils. Et c'est vrai, donc on y viendra un peu plus tard dans le déroulé, hein, puisqu'on en parle. Donc je vais enchaîner avec une question pour Franck. Hein. Franck, donc selon Arrigo Sacchi, donc ça c'est Thomas qui nous a sorti la Bible du football, donc un coach italien, hein. Je suis allé lire un peu, du coup, je suis allé lire un peu sur Wikipédia. Donc le système de jeu est ce qu'il y a de moins important dans le football pour lui. C'est la stratégie d'ensemble, le groupe, le modèle de jeu qui prédomine son approche du football. Alors, t'en penses quoi, toi, entre le système de jeu mis en place ou plutôt la stratégie d'ensemble? Non, enfin, moi je rejoins tout à fait ça. Le système, c'est un positionnement sur un écran, sur un papier, au départ. Voilà. Après, je pense que je sais pas si c'est moins important, mais en tout cas, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va tourner, je pense, qu'autour de l'animation qu'on va y mettre, l'animation de jeu qu'on va vouloir proposer. Euh, Ça peut être aussi comment on va défendre, est-ce qu'on va défendre en zone, en individuel, en mixte, enfin voilà, c'est tout un tas d'autres ingrédients et effectivement aussi, comme l'a souligné Michael, le profil des joueurs que l'on a. Ça, c'est important aussi parce que des fois, on s'aperçoit quand on regarde un peu son effectif, on va plus tendre vers un système que vers un autre, de par le profil des joueurs. De part aussi souvent l'effectif qu'on a, des fois tout simplement l'effectif qu'on a à disposition. Je parle notamment en district, des fois on n'a pas le choix d'avoir les joueurs qu'on voudrait avoir. Et on fait un peu en fonction de l'effectif aussi. Si on a
selon les profils, on a plus d'attaquants, plus de joueurs qui défensifs, etc. Donc, on essaie de chercher une certaine forme d'équilibre. Mais encore une fois, pour revenir à la question, effectivement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'animation. C'est tout va se passer en termes d'animation, ce qu'on va proposer en termes d'animation offensive, animation défensive, bloc haut, bloc bas, toutes ces choses-là qui sont de l'ordre ce qu'on appelle l'ordre du tactique. Et ça, pour moi, c'est vraiment là que ça se joue. C'est vraiment là qu'on va impulser des choses novatrices ou pas. Enfin, on va se faire une philosophie de jeu, un plan de jeu. C'est vraiment sur ces ingrédients-là, plus qu'en disant, bah, je vais jouer avec une pointe, trois attaquants, un 8, une défense. Enfin, voilà. Non, c'est plus après tout ce qui va tourner autour de tout ça. Voilà. Et toi, donc, Michael, par rapport à cette question en réaction à ce que vient de dire Franck, tu te positionnes comment sur ce sujet? Si on lit la stratégie d'ensemble, c'est aujourd'hui une coopération collective. Moi, j'ai tendance à dire à mes joueurs qu'aujourd'hui, on attaque tous ensemble et on défend tous ensemble. Donc, tant qu'on a au niveau collectif un même état d'esprit, une même ligne de conduite, où tout le monde tire dans le même sens, peu importe le système de jeu. Et effectivement, là, si les joueurs travaillent ensemble, on a gagné. Hein. C'est l'objectif. Après, peu importe le système, hein, peu importe s'il y a 5, à 3, à 4 derrière, tout est possible. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. Et là, je rejoins Arrigo Sacchi. Je ne sais pas si j'ai le bon accent. Moi, je suis plutôt espagnol qu'italien. Et que je place quand même. Mais c'est aujourd'hui vraiment travailler les uns pour les autres. Et c'est le cœur du problème dans le football, où on est même dans une société où il y a beaucoup d'individualisme. Et si on arrive, la première chose pour le coach, c'est de faire travailler les gens ensemble et de les faire avancer ensemble, avec des vraies valeurs. Et ça se perd aussi un petit peu. Oui, je crois que Voilà. c'est Saki qu'on prononce. Et en fait, je voulais venir à cette question parce que on entend souvent, alors c'est dans les grands médias sportifs qu'on ne va pas nommer ici, mais on entend souvent des réflexions, des dossiers tout entiers sur le système de jeu qui colle à tel entraîneur. Et en fait, c'est un petit peu, si ce n'est se tromper, mais réduire l'orientation tactique et l'influence de l'entraîneur sur le groupe, parce que finalement, le choix du système, comme on est en train de se le dire depuis tout à l'heure, il passe après tout un tas d'éléments qui, eux, sont quand même un peu plus décisifs, il me semble, dans le rôle de l'entraîneur, quoi. Tu as tout dit, Thomas. Au très haut niveau, ils peuvent choisir le système qu'ils veulent. Ils vont acheter un joueur qui va rentrer totalement dans le système. Et bon, Franck, au niveau district ou même au niveau national 2 ou au niveau régional, aujourd'hui, on trouve surtout les joueurs qui essayent de correspondre à un projet. Et on choisit pas forcément le joueur pour le poste. On choisit le joueur pour ses qualités, pour la vie collective qu'il va apporter au groupe. Et c'est la différence avec le haut niveau, tout simplement. Hein. Nous, il faut qu'on bricole tous les dimanches, quasiment, parce qu'on fait face à d'autres problématiques qui sont bien liées à notre niveau, hein, les absences aux entraînements, voilà. Donc, le monde pro est totalement différent. Et c'est là où le métier d'entraîneur à tout niveau, mais au niveau amateur, il est super enrichissant parce qu'il faut sans arrêt chercher des solutions. En fait, sans arrêt chercher des solutions. Et tout peut arriver d'une minute, chaque jour suffit à sa peine, comme on dit. Donc voilà, il faut être sur le qui-vive, c'est le plus important. Oui, il faut avoir, excuse-moi, mais il faut avoir une force de réactivité assez forte face aux événements parce que, comme dit Mickaël, des fois, entre un début de séance et une fin de séance, il se passe énormément de choses. On a souvent beaucoup de surprises enfin, le mot composer, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Il faut arriver à composer. Et même si on a des idées, que ce soit en termes de système, en termes de philosophie de jeu, des fois, on est obligé de passer à côté un peu de ces idées. Moi, je vous parlais du système 4-3-3. Ça fait 2 saisons que je joue pas en 4-3-3, je vous le dis. Mais voilà, et pourtant, c'est celui que j'aimerais faire jouer mon équipe. Mais actuellement, c'est compliqué de le faire différemment pour plein de raisons. Mais comme dit Mickaël, et je pense il a touché du doigt vraiment quelque chose qui est important, c'est les valeurs, c'est l'adhésion à un projet quel qu'il soit. De toute façon, la vérité, il n'y en a pas. Personne ne l'a. Mais voilà, si on arrive à faire jouer un collectif, des joueurs, faire vivre ensemble un groupe, déjà, on a fait une grosse partie du chemin.
Oui, alors justement, je crois que tous les collègues éducateurs tomberont d'accord sur le fait qu'on est amené à bricoler, en tout cas à se réadapter en permanence avec les conditions qui sont celles qu'on rencontre. Sur justement le choix du système de jeu, pour passer à une question différente, euh, on a nommé plusieurs choses là, peut-être que ça vaut le coup d'aller creuser un peu plus loin. Il y a un point qui retient un peu plus dans mon expérience l'attention, c'est le profil des joueurs. C'est-à-dire que selon les profils des joueurs, c'est ce qui va nourrir ma réflexion, même si à la base, je vais partir moi aussi avec un système préférentiel, sans surprise, le 4-3-3. Et comment vous faites, et toi, Mickaël, d'abord peut-être, comment tu fais, toi, pour en pré-saison, au moment où tu vas considérer le système de jeu préférentiel que tu vas choisir pour ton équipe, sur quels critères tu vas te baser pour l'établir? La première chose déjà, c'est d'étudier ses joueurs, son groupe, de voir les profils qu'on a. Si je sais pas, comme l'a dit Franck, hein, si on a trois défenseurs centraux qui sont bons, ben en fait, la première chose, c'est d'aligner déjà le meilleur 11 possible. Le meilleur 11 possible, ça peut être la qualité d'un joueur, tout simplement, mais je reviens encore sur l'état d'esprit qui est super important, quoi. Donc aujourd'hui, moi, je choisis mes 11 joueurs possibles et puis j'essaye de les mettre dans le système qui convient le mieux. Si on est en pré-saison, bien entendu que je vais balayer deux systèmes au moins, un minimum, peut-être des fois trois, pour parer à toute éventualité tout au long de la saison, entre les absences, les blessures, les suspensions, pour que derrière, nous, on n'a pas la richesse d'avoir un effectif de 25 joueurs tous identiques. Si je veux mon latéral droit qui défende et qui attaque tout le temps, ben, j'en ai qu'un dans l'équipe. Voilà, ça va être compliqué le jour où il n'est pas là, donc il faudra s'adapter. C'est vraiment aujourd'hui étudier. Moi, j'ai quelques principes sur quelques postes qui me paraissent importants, surtout pour jouer dans un 4-3-3. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, un 9 devant qui est costaud. Par contre, si j'ai deux attaquants, ben, il faut que je les mette. Hein. Donc après, on se débrouille. On repassera certainement sur un 4-4-2. J'aime bien avoir un 6 athlétique capable d'abord récupérer le ballon. Une fois qu'il l'a récupéré, c'est de bien le transmettre. Donc ça, si j'ai pas ce joueur-là, ben, il faudra penser à passer à 2-6 par exemple. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui l'étude de laboratoire, on va dire, de début de saison, de pré-saison, où on va essayer plusieurs choses à l'instinct. Après, avec l'expérience modeste que j'ai quelques années quand même, mais bon, après, voilà, on sent un petit peu plus les choses qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Donc forcément, voilà, on part sur nos principes, sur nos idées, et puis on essaye de mettre autour tout ce qu'il est possible de mettre, voilà. Mais je reviens vraiment sur deux choses. Aujourd'hui, c'est la qualité du joueur à s'intégrer dans le collectif, et c'est l'état d'esprit qui va y mettre, voilà, tout simplement. Et puis que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, dans nos niveaux, si on ne fonde pas un collectif, on est mort. Ça va durer allez, 3-4 matchs parce qu'à un moment donné, j'ai un joueur qui va faire la différence. Mais s'il prend le ballon, qui joue tout seul et qui ne fait pas de passe, à un moment donné, ses coéquipiers autour, ils vont me dire coach, t'es gentil, mais moi, je ne veux plus jouer avec lui. Et voilà. Et l'objectif vraiment pour nous, Franck, alors après, tu compléteras, mais c'est d'amener nos meilleurs joueurs le plus loin possible dans la saison. Donc, en prenant compte aussi de l'adhésion des joueurs, parce que c'est un projet aujourd'hui, sans les joueurs, on n'est rien, il faut bien le dire. Et si jamais, ben, ils nous suivent pas, ben, je pense qu'on fera pas long feu sur le banc. Donc c'est aussi en coopération avec tout le monde. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et il faut ramer, ce que je dis à mes joueurs, il faut ramer tous dans le même sens pour avancer. Ouais, on tourne Alors, vraiment autour de la ouais, problématique de l'adhésion autour d'un projet. Hein, c'est de toute façon, et c'est vrai que même pour revenir à la question, c'est vrai que en début de saison, on part un petit peu. Effectivement, on essaye de travailler des choses. On a des hypothèses en fonction de l'effectif qu'on va avoir à disposition. Euh, et c'est vrai que bon, des fois, on s'aperçoit que le choix initial qu'on a imaginé peut être le bon. Des fois, on s'aperçoit que non, malheureusement. Mais il faut être patient aussi. Il faut prendre le temps que les choses s'intègrent, que les joueurs intègrent tout ce qu'on peut demander au travers des ingrédients qui vont autour des systèmes de jeu. Et puis, c'est important aussi, ne serait-ce que qu'on puisse des fois dans des rencontres, au travers d'une saison, être capable de s'adapter des fois à ou une variante d'un système, ne serait-ce qu'une variante
ou carrément de changer de pouvoir en plein match, être capable de s'adapter à notre système pour plein de raisons, hein, par rapport à l'adversaire, par rapport à ce que vous avez envie de faire, enfin, parce qu'il faut changer certaines choses. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important. On se fait une philosophie, mais faut rester aussi vraiment ouvert et pas fermé à qu'un seul système. Enfin, je pense, moi, c'est important. Mais il faut pas s'éparpiller non plus et en faire trois, quatre au bout de 5 matchs, avoir faire trois, quatre systèmes. Voilà, c'est que vous-même, au fond de vous-même, en tant que coach, on sait pas ce qu'on cherche. Donc, les joueurs, ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin d'un cadre, comme un cadre de vie, mais aussi un cadre de jeu. Et c'est important, voilà. Après, c'est le bon, c'est pas le bon. On peut avoir des ajustements, mais voilà, faut essayer d'après, une fois que on s'est fait une idée, d'essayer d'être assez fidèle, on va dire, à ses premières intuitions. Ouais, alors, Après, juste, ouais, pardon, j'aimerais juste, Fabrice, parce qu'il y a quand même quelques. Vas-y, Michael, je t'en prie. non, c'était juste aussi, enfin, on a oublié quand même un enjeu important, ce sont les résultats. Hein. Si avec un système de jeu, on prend trois grosses déroutes de suite, voilà, il y a l'adversaire aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans des paramètres qui sont très nombreux pour choisir le système de jeu. Il y a les joueurs, mais après, je vous dis, les résultats peuvent rentrer en ligne de compte aussi. Les résultats dictent beaucoup de choses, de toute façon, ça c'est vrai. Et comme souvent, quand on gagne, c'est les joueurs qui ont gagné. Hein. Quand on perd, c'est souvent l'éducateur qui s'est trompé. La première chose qu'on entend, on aurait pu jouer dans un autre système, ouais, effectivement. Mais voilà, après, ça, c'est le courant, on va dire, des éducateurs. On l'entend tous, c'est quand on est éducateur, on doit le savoir. Mais voilà, faut pas, parce que voilà, on remet en cause. Mais comme dit Mickaël, il a raison. Les résultats sont là aussi. Enfin, moi, je suis bien passé pour en parler hein, en ce moment. Donc, j'aimerais qu'on prenne, parce qu'il y a quelques réactions, bien sûr, suite à vos commentaires, vous pensez bien. Donc, moi, j'ai tous les commentaires du live. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a, alors, c'est bien sûr sur les systèmes. Donc, il y a Fabrice Duhem, lui, qui dit que, en fait, le 3-5-2 qui semble équilibré. Et puis, il y a Samir Sta qui commente et qui dit que ce 3-5-2, il est plus difficile à mettre en place au niveau district. Alors, ben, un petit commentaire sur ça. Franck, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je reconnais Fabrice là dans ses commentaires. Il va même vous parler encore d'autre chose parce qu'on a été ensemble à Saint-Genis-Laval il y a une vingtaine d'années. Mm. Euh, il va vous sortir un système où je pense qu'on le connaît même pas celui-là. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Le 3-5-2, enfin, je trouve qu'il est bien quand on le regarde à la télé, quand on le voit comme ça. C'est vrai qu'il défend. Si on a les joueurs qui vont bien sur les côtés, effectivement, si on a des centraux qui savent bien communiquer entre eux, enfin, surtout bien se positionner. Voilà, si on a les profils, c'est vrai que, mais je peux vous dire que pour une assimilation complète, nous, avec une fois, 2 fois dans la semaine, voir les joueurs, c'est un chantier. Hein. C'est un chantier. Du moins, il ne va pas se mettre en place rapidement. Si on a les joueurs plus souvent, peut-être qu'on ira plus vite. Mais par contre, je trouve que c'est un système qui est efficace. Mais comme je le disais, le 4-3-3 il est beaucoup plus simple en termes de compréhension pour les joueurs. Un 3-5-2 à mettre en place pour qu'il soit efficace, je pense, hein, il faut beaucoup plus de temps. Par contre, je suis d'accord, s'il est bien huilé, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Si on a les bons joueurs, c'est pas mal. Et toi, Michael, t'en penses quoi de ce 3-5-2? C'est un système que j'ai déjà utilisé maintes et maintes fois à tout niveau. Après, la première chose quand je choisis ce système-là, c'est déjà dans quel but. Est-ce que c'est pour qu'on soit vraiment très nombreux et défendre 4-3 ou est-ce que c'est défendre à 5 et amener une assise défensive plutôt solide face à un adversaire qui est censé être meilleur que nous. Donc déjà, c'est la première chose. Si c'est pour moi, si c'est pour défendre et de tenir un score le plus longtemps possible face à un adversaire au-dessus, voilà, par exemple la Coupe de France qu'il y avait ce week-end ou des choses comme ça, c'est un système qui est un peu plus simple à mettre en place que si on veut attaquer, parce qu'on demande à nos latéraux, en fait, c'est pas un 3-5-2, hein, moi je communique bien, c'est un 5, déjà 3-2, voilà, donc ça c'est très important, et après il suffit d'une ou deux mises en place, il suffit, c'est facile de parler comme ça, mais voilà, c'est une mise en place un peu sans ballon à l'entraînement où on prend 10-15 minutes, où on explique le rôle de chacun. Dans ce but-là, c'est un peu plus simple. Je dis un peu plus simple, hein, attention. C'est pas plus facile, mais plus simple. Et après, si c'est pour être plus offensif et vraiment attaquer, alors moi je l'ai fait par exemple à la mi-temps d'un match quand on était mené 2-0,
avec des résultats divers et variés, hein, puisqu'au bout de 10 minutes, on est capable d'encaisser le troisième, et parce qu'on a vraiment libéré de l'espace sur les côtés et on est en danger là-dessus. Donc c'est un système qui est compliqué, mais qui peut apporter beaucoup de solutions. Encore une fois, la question, et Franck l'a dit, c'est savoir s'il est parfaitement, mais parfaitement peut-être pas, mais s'il est, semble-t-il, un peu maîtrisé par les joueurs. Ouais. Et ça, on l'a que quand on le met en place sur le terrain, hein. Donc c'est pour ça que moi, c'est un système, quand je disais tout à l'heure en pré-saison que j'essaye des choses, c'est un système que j'essaye de mettre sur la préparation, sur le temps d'une mi-temps, ou le temps pour déjà avoir déjà une petite idée sur ce que ça peut donner. Ouais. Alors moi, je rejoins Samir sur la complexité de ce système en district, hein, tout simplement. Moi, je suis au niveau des trois et je pense qu'en fait, sincèrement, il faut un groupe homogène, hein. Les trois derrière, il faut qu'ils aient un gros niveau. Enfin, voilà, moi, je pense que ça dépend quand même des joueurs que tu as. Et au niveau district, franchement, même si c'est costaud la D1, même si c'est costaud la D2, honnêtement, c'est quand même assez hétérogène des fois dans les groupes. Moi, je l'avais conseillé à mes amis de Bully sur un match de coupe comme ça, qui était en B4, hein, il me semble. Et c'était vraiment pour défendre et contrer. Après, il y avait des joueurs qui étaient assez offensifs, qui percutaient, qui allaient vite. Ça a marché. Alors, bien sûr que c'est dur, mais c'est vraiment plus simple pour moi. Si c'est pour défendre, les joueurs, ils savent. Après, bah, bien sûr, on va dire que c'est pas du football moderne. Aujourd'hui, il faut relancer le ballon, le gardien, sur ces trois défenseurs, sous la pression adverse, hein. On n'est pas là pour faire ça quand on utilise un système comme ça pour bien défendre. C'est vraiment apporter une solution défensive. Une fois récupéré le ballon, aller le mettre rapidement devant pour espérer contrer. Si c'est pour faire du foot, pour jouer ou pour perdre le ballon parce que ton milieu de terrain, il a voulu tenter d'éliminer trois joueurs dans le rond central et que tu prends un compte derrière, c'est plus compliqué. C'est vraiment aujourd'hui, que ce soit en district ou dans tous les niveaux, c'est l'objectif qu'on y met surtout. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que c'est pour durer et essayer quelque chose ou est-ce que c'est vraiment voilà? Et je pense que les joueurs ont plus de mal offensivement, sauf vraiment, j'insiste, pour défendre et pour refuser le jeu, parce que tout le monde l'a fait, je pense, en tant que coach. À un moment donné, ça peut porter ses fruits, parce que l'adversaire en face ne trouve pas de solution. Si c'est bien compact, s'il n'y a pas d'occasion qui se fait, ils vont s'énerver et le rapport entre les deux blocs va s'inverser à un moment donné quand on va pouvoir faire un contre et d'aller dans le coin adverse sur un centre, une frappe, créer du danger. Oui, pour compléter peut-être un peu ce qui a été dit, mais ça a déjà été dit, mais là, si on l'envisage dans sa version vraiment 3-5-2, plus offensive, pour amener du monde dans la moitié de terrain adverse ou à la perte de balle, parce que là, cette fois-ci, on a deux attaquants et on a quand même une ligne de 4-5 derrière assez proche, normalement. La difficulté, pour moi, elle est dans la phase défensive, gérer les couloirs, les zones latérales qui sont assez grandes. Et pour gérer ça, une des solutions, ce serait d'avoir un 6 qui vient prendre la couverture d'un des centraux, donc on repasse à 4 défenseurs en phase défensive avec l'appui du 6. Mais ces mécanismes-là, ils sont tous sauf intuitifs et naturels pour les joueurs. Donc déjà à 4, on a des soucis à régler quand on est posé à 4. Mais quand on est posé à 3 et qu'on explique aussi ce qui doit venir faire le quatrième défenseur à chaque fois que le ballon va porter dans les zones latérales, je crois que ça demande du temps. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et alors, même à haut niveau, le temps, ils ne l'ont pas souvent, mais nous, le temps, je dirais que malheureusement, hein, vraiment malheureusement, souvent on va aller à l'essentiel et l'essentiel ne se situe pas souvent là. Parce qu'on a d'autres choses des fois plus basiques encore que ça, tout ça à travailler. Mais c'est vrai que si on revient purement techniquement, c'est vrai que tu as raison. C'est aussi c'est ce qu'on disait, c'est vraiment comment les joueurs vont pouvoir s'adapter à tout ce qu'on va leur demander. Ces différences de déplacement d'un système à un autre, on n'a pas les mêmes déplacements, on n'a pas forcément les mêmes courses, les mêmes positionnements. Enfin, voilà, et c'est cette force de s'adapter. Et c'est les joueurs qui s'adaptent. Et comme on dit, enfin, derrière un système, il y a une idée aussi. Mika, il l'a illustré sur le 3-5-2 ou le 5-3-2, enfin peu importe. Mais dans tous les systèmes, on peut demander des choses différentes. Même sur un 4-3-3, au joueur de côté, au joueur qui ressortent, comment on va ressortir le ballon. Enfin, voilà, il y a toujours des adaptations en fonction de ce qu'on va demander autour du système. Elles sont peut-être encore plus flagrantes sur un 3-5-2. Ok, bon, ben, je vois que
la question du 3-5-2 agite le réseau et agite le live. Donc, on va dérouler. Franck, une question. Est-ce que, est-ce que toi, tu adaptes ton système de jeu à l'adversaire ou alors tu restes dans ta config, quoi qu'il arrive, tête baissée, tu démords pas de ton 4-3-3 que tu as présenté en début de Non, live? déjà, je Ou joue est-ce que pas en tu adaptes? 4-3-3, Fabrice. Ah non, non, Déjà, le non, j'ai 4-3-3, pas c'est dit que celui que je c'était en préfère. 4-3-3. C'est celui J'ai que je dit juste que c'est préfère. ton préféré. Je dis Mais que c'est ton voilà. préféré. Et donc, je réponds à ta question. Si je n'utilise pas le 4-3-3, c'est parce que je m'adapte en fonction des joueurs que j'ai et pas les adversaires. Parce que pour avoir les adversaires, je veux dire, déjà, on connaît pas grand-chose. On n'a pas de gens qui vont superviser. On n'a pas de gens. On a un match aller, des fois, en référence sur les matchs retour. On peut avoir entre coachs se parler, mais d'un week-end à l'autre, vu que des fois il y a des gros changements dans les effectifs, ça peut bouger aussi. Donc moi, je préfère me concentrer sur ce que je vais mettre en place, ce qu'on va essayer de faire. Après, des fois dans le jeu, c'est plus, comme disait Michael, des fois tu vas tenter un coup parce que t'es mené, parce que tu souffres ou tu as besoin, voilà, tu vas reculer, tu vas passer à 5. Effectivement, là, c'est plus de l'adaptation. Mais en fait, je m'adapte à une situation ou quelque chose, ou le contenu d'un match, ou ce que peut proposer l'adversaire, mais je reste concentré d'abord sur ce qu'on sait faire. Parce que pour moi, ce qu'on sait faire, on doit bien le faire. Donc ça, c'est une base, ça doit être une valeur sûre, d'accord, et avec ce qu'on sait faire. Mais après, des fois, il y a des équipes, des blocs en face qui nous amènent de la difficulté, des choses imprévues, un peu imprévues. Donc voilà, faut qu'on puisse répondre aussi ça. Faut qu'on puisse répondre. Mais non, pour répondre à ta question, moi, je me concentre sur nous. Hein. Enfin, au niveau où on est, j'ai pas d'image trop autre équipe. C'est compliqué de se dire, bah, l'adversaire il joue comme ça, il va faire ça. Ouais. Si on peut lire, moi allez, disons quand un match débute, les 10 premières minutes, au moins les 10 premières minutes, je regarde pas comment nous on est positionné, je regarde comment est positionné notre adversaire. J'essaie de très vite lire certaines choses sur le positionnement, la façon dont ils vont ressortir, comment les milieux travaillent, enfin voilà, comment ils se positionnent à la perte du ballon, comment. J'essaie de voir un petit peu tout ça assez rapidement sur les 10 premières minutes. Vraiment, par contre, je regarde beaucoup l'adversaire. Et après, ça me permet d'avoir des éléments pour essayer de trouver des solutions dans le jeu, trouver des adaptations qui peuvent permettre, voilà. Mais ça, je reste focalisé vraiment sur ce qu'on met en place nous. Mais je te rejoins. Parfois, et souvent, moi, je trouve que c'est difficile à lire, hein, l'adversaire, quand même. Hmm. Ouais, puis des fois, il y en a, enfin, des fois, je me demande quel système, enfin, l'animation qu'il y a autour. Des fois, je me dis, putain, mais ils attaquent. Un coup, ils attaquent à 7, un coup, ils défendent. Alors, des fois, on voit des trucs bizarres, hein, des trucs, mais même à tous les niveaux. Ouais. Donc, des fois, c'est à lire. Des fois, c'est plus compliqué à lire certaines équipes. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Non, c'est pour l'anecdote. Non, mais globalement, ouais, enfin, je pense qu'il faut, enfin, moi, je reste focalisé sur nous parce que j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir faire différemment, on va dire. Et toi, donc, Mickaël, en adaptation à l'adversaire ou pas du tout, un peu passionnément? Un peu passionnément, tout dépend. En fait, après, je suis un peu comme Franck, effectivement. D'abord, déjà maîtriser, nous, notre objectif et notre plan de travail, c'est déjà la base. Après, moi, j'ai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, même à tout niveau, on arrive à avoir quelques informations quand même. Donc, moi, j'aime bien les stats, le nombre de buts marqués par l'adversaire, le nombre de buts encaissés. Bon, après, en farfouillant un peu sur les réseaux, on a d'autres infos qui peuvent nous donner un ressenti, quelques pistes. Mais après, effectivement, les premières minutes vont nous donner la tendance de ce qu'on va faire. Si ce jour-là, on est bien, pas bien. Parce que même si nous, on a prévu des choses, mais que notre meilleur joueur, ce jour-là, il n'est pas en forme, bah, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on s'adapte. Et forcément, si on sort notre numéro 9, on n'a pas forcément le remplaçant le même profil sur le banc. Donc déjà, nous, savoir vraiment ce qu'on sait faire, essayer de prévoir l'imprévisible, ça c'est le plus dur, avec différentes choses. Et puis aujourd'hui, même à tout niveau, on a forcément un adjoint ou un dirigeant sur le banc. Moi, j'aime bien confier cette mission-là sur les 10 premières minutes à mon collaborateur d'observer parce que moi, c'est un défaut. J'ai du mal à regarder l'adversaire. J'aime mieux me concentrer sur mes joueurs, avoir les ressentis sur les premiers ballons qui vont donner en principe la tendance de leur prestation. Et puis voilà, moi, je n'arrive pas à regarder l'adversaire parce qu'effectivement, des fois, tout est possible. Donc chacun son rôle et puis après, on prend 10-15 secondes pour échanger si tout va bien et puis c'est de
trouver le défaut adverse et de réguler au fur et à mesure du match, voilà, principalement. Après, sur des histoires, comme je disais tout à l'heure, de niveau, de match de coupe, de temps en temps aussi, il faut savoir surprendre l'adversaire. Donc, même s'ils n'ont pas des images, bah voilà, de temps en temps, essayer d'inventer quelque chose parce qu'à l'entraînement, on a ressenti un truc qui pouvait marcher ou des choses qui marchaient pas depuis plusieurs matchs. Voilà, on régule, on corrige, on bricole chaque semaine, chaque jour. Donc c'est d'abord pour moi effectivement mon équipe. Après, je garantis pas de la faire jouer toujours dans le même système. Parce que, voilà, une fois avec tous les paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est déjà avoir déjà bien s'occuper de nous et c'est déjà beaucoup de boulot. Oui, ce que j'entends dans vos deux réponses, c'est qu'on n'a pas toujours les éléments à un niveau régional ou départemental pour pouvoir déjà s'adapter à l'adversaire. Et ça fait déjà une première raison pour pas trop s'y attarder. Et puis j'entends aussi un autre élément, c'est aussi, j'ai l'impression, vous me dites, c'est aussi d'un point de vue plus adhésion, valeur, d'aller vers plutôt un développement d'un jeu que de contrer le jeu de l'adversaire. Et c'est vrai qu'on peut même aller plus loin dans la réflexion et se dire pour les joueurs, il faudra avoir la conversation avec eux, qu'est-ce qui est le plus entraînant, quoi? Qu'est-ce qui est le plus stimulant? Est-ce que c'est d'aller chercher la maîtrise d'une organisation, d'un principe ou d'un modèle de jeu et de se tromper en cours de route et d'apprendre, c'est normal? Ou est-ce que aller chercher plus systématiquement la faille chez l'adversaire, c'est très satisfaisant. On va dire c'est indexé sur le résultat, mais peut-être pas que. Je pense que Et, l'un va avec l'autre, en fait. Pour moi, l'un va avec l'autre. T'as la réponse dans la question, on va dire. C'est que si tu arrives à faire déjouer ton adversaire, c'est quelque part que tu as réussi quelque chose parce que euh, le système, ou, enfin, enfin, le projet de jeu, il n'est pas que quand on a le ballon, il est bien entendu quand on l'a et quand on l'a pas. Et ben, il faut essayer d'être performant dans les deux. Et si tu arrives ben, ouais, à bien utiliser les phases où tu as le ballon, même si c'est des phases courtes, si tu es sur un bloc bas et puis comme je disais, sur un 3-5-2, puis tu essayes d'attendre, et puis voilà. Mais en tout cas, il faut bien réussir tes phases de possession, même si elles sont courtes, hein, et puis tes phases de récupération aussi pour pouvoir voilà, gêner. Donc je dirais que t'es à mi-chemin entre les deux, et c'est un petit peu des deux. Ok. Bah, pour passer, là j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé du foot de compétition et senior en particulier. Si on fait un petit focus rapide sur la formation, ou pas rapide, on peut prendre notre temps. J'ai l'impression, dans mon expérience, que souvent un joueur en formation, ou même quand il arrive en U15, il est associé à un poste et qu'il a eu que cette expérience de ce poste. En général, c'est l'impression que j'ai. Et en plus d'être que associé à ce poste, il a une représentation du poste qui est très orientée, du fait de ce qu'on lui a dit, du fait de peut-être sa sensibilité ou tout simplement ses moyens et ses limites. J'ai envie de poser la question sous l'angle de la différence qu'on peut faire entre un poste, c'est-à-dire un positionnement sur le terrain ou plus précisément par rapport au bloc équipe, et le rôle. Le rôle qui, lui, de mon point de vue, dépend plus de la situation. Comment, Mickaël, pour commencer peut-être, toi, tu interprètes les deux. Comment tu apprends ce problème-là dans le cadre de la formation, puis peut-être plus largement. Et quelle est ta sensibilité sur ce sujet? alors, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai on était plus sur du match senior. Effectivement, ce qu'il y a pour moi de super important chez les jeunes, c'est la compréhension du jeu. C'est-à-dire de faire comprendre aux jeunes que dans telle situation, il doit réagir comme ça. Sur tel poste, il doit être comme ça. Avec quelques principes qui sont forcément liés aux objectifs du club. Parce que c'est important, on ne travaille pas tous de la même façon et les objectifs sont tellement différents d'un club à l'autre que voilà. Mais c'est aujourd'hui apporter une richesse multiple aux jeunes joueurs. Et nous, par exemple, au Boule FC, on oblige les éducateurs à faire au moins 2 postes par joueur. Alors, on passe pas gardien et puis avant-centre, ou enfin, quoique, ça arrive plus, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, c'est aujourd'hui 2 postes qui sont plutôt on prend un latéral qui peut jouer excentré, et vice-versa, un milieu de terrain qui peut jouer défensivement un peu plus défensif qu'offensif. C'est important aujourd'hui, mais surtout, il faut que l'enfant puisse vraiment comprendre la chose. Et il n'y a qu'en pratiquant et qu'en le mettant en difficulté, parce qu'aujourd'hui, nous, on doit être capable à cet âge-là, à tous les âges, de gagner 8-0, mais de savoir pourquoi. Et puis quand
quand on en prend 8 aussi également, de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est voilà, ce qu'on a fait de bien et pas bien. C'est surtout après la remise en cause et l'analyse qu'on fait avec les joueurs qui est importante. Voilà, sur des situations et puis même aux entraînements, parce qu'en effet aujourd'hui pour travailler avec les principes de l'APD, il y a pas mal de thèmes. Après je rentre pas si c'est bon ou pas, mais en tous les cas c'est notre modèle aujourd'hui en France. Et plus on apporte de la richesse à l'enfant, plus quand il va arriver en senior, il va être intelligent, il va être capable de comprendre les choses. Et si je fais le lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début, capable de passer à un 4-3-3, à un 3-5-2 dans un match offensif parce qu'il l'aura vu un peu plus tôt, tout simplement. Donc pour moi, je suis vraiment pour aujourd'hui, au-delà du résultat, parce qu'en U13, c'est pas très important qu'on gagne, qu'on perde. Il faut veiller à ce qu'il y ait les deux, en tous les cas. Et c'est surtout derrière le retour qu'on en fait et la compréhension du jeu qui va être très important. Voilà. Ouais, enfin bon, là je partage totalement ce que Michael a pu dire, hein. Effectivement, la partie formation, on va dire à partir de 15 ans, elle est vraiment là autour de la compréhension de ce qu'on demande à un joueur, de ce qu'un poste doit exiger, voilà, la compréhension d'une situation, ce qu'on aura pu faire de mieux, ce qu'on a bien réalisé sur certaines situations, sur l'analyse complète d'un match, voilà. Et puis bah ouais, effectivement, une polyvalence autour d'un poste ou deux, c'est toujours bien. On voit dans le parcours des joueurs qui en jeune étaient à un poste offensif, ils ont fini latéral droit en professionnel. Il y en a certains que je connais qui ont eu des parcours et comme quoi la polyvalence a permis à un moment donné de se réajuster, comprendre certaines choses et puis d'évoluer et continuer son chemin à un poste différent peut-être qu'il a pu avoir pendant sa formation. Donc ouais, je suis vraiment sur la partie au niveau de la formation, voilà, cette partie de compréhension de ce qui se passe, compréhension d'un poste, de ce qu'on attend, des exigences, voilà. Ok, Ok, merci. merci à tous les deux. Euh, donc en fait, c'est évident, on est tous d'accord, on va parler de deux postes, mais bon, moi j'irai un peu plus loin. Moi je pense quand même que, alors c'est une réflexion, quand ils sont tout petits quand même, puisque ça parle de l'école de foot jusqu'à au moins, aller jusqu'à U12, U13, moi je suis pour, c'est votre réflexion, hein, que les enfants jouent tous les postes. Quand je me déplace sur certains clubs ou que je vois quand même que c'est les enfants, ouais, moi je suis devant, moi je suis derrière, et que à la mi-temps ça tourne pas, les coachs ne font pas tourner même neuf, je suis assez surpris. Moi j'ai passé le CFF il y a un temps, j'ai l'impression que j'apprenais ça quand même pendant les formations, que les jeunes devaient tourner à tous les postes, et même le gardien, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est important. Alors, pour plus Franck, on a deux fils gardiens, donc Ouais, celui de Franck qui est bien meilleur que le mien. Mais à l'expérience, il a joué en tant que joueur et puis aujourd'hui, il est passé dans la cage. Et ben, le jeu au pied, il y a pas photo par rapport à d'autres gardiens. ouais. Mais effectivement, sur les U7, sur les U9, sur ces catégories-là, vraiment de foot très réduit, c'est important aujourd'hui de jouer sur un côté, de jouer derrière, de jouer devant. Et je te rejoins là-dessus complètement, Fabrice. Moi, il m'est arrivé de faire pleurer des enfants, hein, Ah oui, qui voulaient pas jouer derrière. Mais aujourd'hui, bah, l'attaquant moderne, si on suit ce qu'on voit à la télé, il est aussi capable de marquer, mais aussi capable de défendre. Enfin, la plupart des attaquants. et Donc, d'ailleurs, il faut aujourd'hui avoir des joueurs complets. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, tu vois, quand tu arrives dans des nouveaux clubs, que tu es coach, par exemple, senior, et que tu arrives à dire à un joueur, et tu dis, mais moi, je te vois pas avançant. Moi, je suis sûr que je suis latéral. Donc, en fait, c'est un moment, il y a eu un petit manque, en fait, moi, je trouve, dans sa formation. Oui, Et surtout la valeur. On revient sur les valeurs, sur ce qu'on disait. Voilà, aujourd'hui, après, enfin, moi j'ai des joueurs que je faisais jouer à des postes qu'ils n'aimaient pas, pourtant qui étaient très bons, mais qui sont partis dans des clubs voisins pour jouer à d'autres postes qui au final ont fini au même poste qu'on avait choisi. Donc c'est surtout l'état d'esprit aujourd'hui de travailler dans un collectif et s'intégrer à la vie du groupe, parce qu'en plus la vérité, elle n'est pas forcément la même d'un jour à l'autre, ou ça dépend de qui on a à côté, d'un club à l'autre. Je change d'équipe, bah, si aujourd'hui j'ai le même profil de joueur dans la nouvelle équipe, bah, faut que je m'adapte forcément. On va pas pouvoir, si je veux jouer, bah, il faut que j'arrive à jouer à un poste un peu différent. Donc quand je reprends une des premières phrases que j'ai dit, c'était aujourd'hui d'avoir un vrai projet collectif avec des bonnes valeurs et prendre les meilleurs joueurs et essayer de les associer comme on peut, avec réussite ou pas. Ça fait.
Oui, et si on reprend le fil de la formation, alors, je crois qu'on a un écho par contre. Ouais, Ouais, on a un écho. ouais, il commence à être très désagréable, ouais. Ouais. Bon, et si on reprend le fil de la formation du joueur, c'est pénible de s'entendre avec un décalage. Mais Alors, oui, l'idée, c'est de poser des problèmes et des réflexions aux joueurs. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un joueur qui va très vite et qui fait des différences, très jeune, ça peut être intéressant de le mettre dans la densité, quitte à faire hurler les parents ou l'environnement, parce que ça va l'obliger à appréhender le jeu différemment. Et ça sera bénéfique quand il repartira sur son poste, si ça doit être son poste en foot à 11, parce qu'il aura des problématiques qu'il n'aura pas rencontrées plus jeune. Et que s'il n'a pas développé d'autres alternatives, une meilleure prise de balle, une meilleure prise d'information, de la variété, et ben, il va être bloqué. Alors qu'il aurait été très performant en U12 parce qu'il était percutant. 3 ans, 4 ans plus tard, il va être bloqué. C'est un très Au-delà bon du... exemple. Ouais, non, mais c'est un très bon exemple que tu cites parce que c'est effectivement un joueur, peut-être qu'un attaquant, on va prendre l'exemple simple d'un attaquant qui te marque tous tes buts en 13, en 15 et tout, il est dans la facilité. Si tu veux le continuer à le faire progresser, c'est pas le laisser continuer à marquer des buts. Il faut que tu le mettes dans la difficulté. Et peut-être que, comme tu l'as souligné, c'est peut-être le faire redescendre à un poste où, effectivement, c'est un mec qui va très vite, qui court vite et puis qui fait la différence comme ça, bah, de le mettre dans la densité, effectivement, et de le mettre un peu plus dans la difficulté. Et là, il va continuer son évolution. Donc, je trouve que, enfin, je te rejoins, alors là, je te rejoins à 100% parce que là, c'est, voilà, un joueur, à un moment donné, hein, surtout un jeu, mais même un adulte, hein, bah, surtout dans la phase formation, faut pas laisser trop longtemps un joueur dans la facilité. Alors soit tu peux le faire monter de catégorie, d'équipe, ça peut être de l'équipe si il joue en équipe 2, mais ça peut être aussi à l'intérieur de l'équipe, ben voilà, pour le faire travailler certains aspects pour son évolution. Après, il restera attaquant, mais il aura peut-être évolué grâce à ce changement-là. Et même si je complète, c'est même aujourd'hui changer les joueurs qui est autour. Pas toujours avoir, je vois des clubs aujourd'hui où c'est les 10 mêmes joueurs qui jouent toute l'année et chacun a son poste. Alors c'est super réglé, hein. On a des circuits de balles préférentiels, c'est magnifique d'avoir joué, hein. Mais une fois que ce club-là change d'environnement, ça devient plus dur. Et on l'avait dit tout à l'heure, et Franck l'a redit, c'est aujourd'hui vraiment mettre en difficulté le joueur, surtout dans l'apprentissage, dans la formation. Et le confort, c'est quand on dit maintenant sortir de la zone de confort, ça vaut aussi pour nos jeunes licenciés, hein. Parce qu'aujourd'hui, voir l'intérêt, un gamin qui prend le ballon, qui va tout droit au but et qui en marque 15, et ben, il est content, hein, les parents aussi, mais au final, il aurait rien appris. Et donc c'est aujourd'hui la difficulté et voilà, et la richesse, forcément, il y a tellement de choses à voir dans le football que plus on apporte de richesse à l'enfant, mieux il s'en sortira plus tard, même dans la vie de tous les jours. Mm. ok. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur. Alors, tout le monde n'a pas les échos, hein. Quand Michael parle, il n'y a pas d'écho. Ouais. C'est une bonne chose alors. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça doit être les micros. Vous coupez pas les micros, c'est pour ça. On peut pas. Alors, non, juste, il y a quelques auditeurs. Il y a bien sûr Sanista qui est hyper actif, mais il y a quand même un Charles Montarangelo. Tu connais, Franck? Ouais, ouais. Ouais, il te remercie. Il dit que toi, tu t'adaptes souvent au système de jeu. Donc, il y a Iskandar de Lasvel aussi qui est très actif. Et voilà. Alors, pour revenir au système de jeu, là, on va finir avec des questions. Bientôt, on va tendre vers la fin du live. Mais je voulais savoir si à l'entraînement, c'est important, est-ce que vous voulez travailler ce système de jeu ou pas du tout? Vas-y, Michael. Moi, ma réponse, elle va être courte. Et alors après, J'ai le droit à joker, hein, quand même. Ah, je sais pas, on a compris, Franck. ouais, je crois il veut pas donner son système Non, du rien. week-end prochain. Non, Donc, non, non. Tu vois, j'ai déjà aiguillé tout le monde sur la fausse route dans le 4-3-3. Non, mais après, moi, forcément, après, ça dépend du nombre de séances qu'on a par semaine déjà. Donc, si on en a que deux, bah, il faut prendre un tout petit temps. Enfin, moi, je prends. C'est pas il faut, parce que j'ai pas la science infuse, mais je prends un tout petit temps pour mettre déjà les joueurs en place sur le terrain dans un travail à vide
à l'ancienne, avec si le ballon défensivement, si le ballon il est là, toi tu le déplaces là, toi tu le déplaces là, voilà. Si le joueur est éliminé, comment on compense, etc. Sur des choses très très simples, des notions faciles. J'identifie la récupération, parce qu'un de mes principes de jeu aujourd'hui, comme la plupart des coachs, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Et puis une fois qu'on l'a récupéré, c'est d'aller de l'avant le plus vite possible. Parce que si en une passe, on peut retrouver un joueur qui est lancé et qui va au but, c'est gagné, alors que de faire 5 passes qui servent à rien, moi c'est pas un principe de jeu. Donc concrètement, on le voit rapidement sur ces 3 phases-là. Défensivement, on est comme ça. Transition, on essaye de réagir comme ça. Et offensivement, on essaye de faire ça. Après, j'ai quelques circuits préférentiels qu'on travaille aussi à vide, voilà, sur les déplacements. Si le centre à droite, l'excentré gauche, puisqu'on est dans un 4-3-3, il va rentrer. Le 8, il doit se situer là, etc., etc. Et voilà, mais rapidement, rapidement. Et après, je me sers. Alors moi, j'avais la chance d'avoir une caméra et de filmer un petit peu les matchs. Je me servais surtout et à tout niveau, hein, mais surtout de ça pour faire comprendre aux joueurs, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se voir. Nous, en tant que coach, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que si on prend la parole pendant 40 minutes, au bout de 15 minutes, il n'y a plus de joueurs qui écoutent et c'est fini. Donc, moi, plus le temps a passé, plus j'ai diminué mes temps d'intervention en essayant d'être le plus concis possible. Alors, c'est dur de répondre aux questions s'ils en ont. Et après, de travailler sur l'après-match avec un peu de vidéo, sur des choses comme ça. Voilà, là, sur cette situation, on aurait dû être comme ça, comme ça, comme ça. Et forcément en posant des questions pour la compréhension des joueurs, tout simplement. Après, on travaille un peu les coups de pied arrêtés, mais ça, c'est pas un système de jeu, mais aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent nous faire gagner un match. Enfin, moi, Voilà. il a tout dit, Michael, hein, il a tout dit. Moi, c'est vrai que je le rejoins, non, mais le fait de travailler, tous ceux qui peuvent le faire, qui ont l'occasion d'avoir leur groupe, travailler à vide, c'est toujours des choses qui sont, bah, certes pas pour le joueur, mais c'est le joueur un peu intéressé, le joueur qui aime cogiter. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment comprendre un peu, et ça, c'est instructif. Il y en a, pendant ce temps-là, ils vont regarder autre chose, mais bon, en tout cas, c'est des techniques, je pense, qui sont connues, hein, de toute façon. Après, voilà, il y a des conditions pour ça. Il faut quand même avoir un minimum de son effectif. Moi, je vois pas mes joueurs souvent, honnêtement. Hein. S'il y a le casse-croûte le vendredi, peut-être là, je peux le passer. S'il n'y a pas de casse-croûte, j'aurai moins de monde, donc c'est plus compliqué. Donc, voilà. Non, mais blague mise à part, ouais, je pense que pour un coach, c'est toujours intéressant aussi, enrichissant de transmettre plus qu'un tableau. Voilà. Et puis, on peut répondre. Il peut avoir des interactions avec les joueurs et dire, tiens, cette situation-là, un joueur peut dire, mais qu'est-ce que je fais, coach? Je sens pas, j'y vais pas. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est enrichissant, c'est du football intellectuel, on va dire. Par contre, Franck, où il a mis le doigt dessus, ce que j'ai oublié, c'est qu'effectivement, s'il nous manque la moitié des joueurs, aujourd'hui c'est toujours compliqué, même jusqu'en R1, hein. Enfin, moi, quand j'avais la réserve, j'avais des descentes qui venaient que le samedi pour le week-end, donc c'était ingérable. Mais voilà, il suffit qu'on travaille quelque chose, qu'on n'ait pas le latéral droit et que le week-end, on a un problème à ce sujet-là. Donc, à nos niveaux, voilà, le jour où on a tout le monde, c'est vite d'en profiter, d'essayer de mettre deux, trois bases et puis C'est d'avancer. ça. Ouais, D'organiser des apéros plus souvent. Oui. j'ai vu passer des questions sur les aspects pratiques, l'organisation de l'entraînement pour travailler la mise en place. Bon, déjà, je crois que quand on travaille les aspects du modèle de jeu, on travaille au poste, et que donc si on travaille au poste, on en revient à travailler indirectement le système de jeu, enfin l'organisation, le système de jeu, quoi. Donc, même si c'est pas volontaire, on le travaille quand même. Alors, ça peut être en 6 contre 6, ça peut être en grand jeu. Et là, je voyais une question sur l'organisation à la marge. C'est Iskandar qui disait que quand on n'a qu'une moitié de terrain, c'est difficile. On peut très bien, pour répondre à la problématique, on peut très bien dire sur l'autre moitié de terrain, il y a forcément un groupe d'entraînement. On s'arrange avec lui, on fait de l'entrée de la surface à l'autre, un 10 contre 10. Et dans les surfaces, on va aménager des ateliers où à tour de rôle, les groupes vont pouvoir basculer. Alors, ce sera un travail plus individuel ou technique ou athlétique. Mais on va pouvoir comme ça utiliser un espace de jeu suffisant pour aborder la problématique du grand jeu. Et donc de la mise en place en trop de tactiques. C'est ça le souci. Ouais, et Kevin Boucher aussi faisait un commentaire qui mérite d'être souligné, c'est qu'il faut quand même une grande présence aux entraînements.
Il sait de quoi il parle, Kevin. Lui, il était toujours présent, lui. Donc, Ah, bon, ça va alors. Ok, bon. Eh bien, écoutez, messieurs, moi, je trouve que c'est pas mal quand même. On a déroulé, on en est à presque 1 heure de live. Bon, alors quelques soucis de son, mais qu'on va régler la prochaine fois. Alors, avant de laisser le mot de la fin à vous, parce que ça, c'est la tradition du podcast de la CNC 69, c'est pas moi qui parle, c'est vous. Donc, moi, je tenais à vous remercier. Alors, juste pour votre info, parce que vous n'avez pas vu tout ça et c'est important. Il y a eu plus de 30, je crois que maximum c'était 32, ça doit être 32 coachs, hein, 32 footeux qui étaient en direct sur le live. C'était sympa. Et il y a il y a 80 commentaires. Voilà. Donc c'était pour vous donner quand même une petite information que vous avez été écouté et suivi, ben, sûrement par vos admirateurs, hein, pas par vous, mais par vos admirateurs. Donc, non, mais moi, je trouve ça super. On va régler les problèmes techniques pour votre fois. Donc, moi, je tiens à vous remercier, hein, que ce soit Thomas, Franck et Mickaël. C'est super d'avoir joué le jeu des premiers lives. On suit toujours les plates. Et moi, je suis content que ça puisse marcher. Donc, ce live sera, bien sûr, je le laisse sur la page Facebook, hein. Je vais l'enregistrer. Donc, il sera visible. Vous pourrez donner des liens si vous voulez faire partager. Moi, j'ai plus rien à dire. Je vous dis juste rendez-vous pour le prochain live dans un mois, si tout va bien. J'espère avec Thomas, si tu es OK pour le prochain live, hein, on va garder le duo. Et c'est comme pour les choix, Fabrice. Si tu l'as trouvé bon, tu le mets. Hein. S'il n'a pas été bon, tu mets un autre. Hein. exactement, exactement. C'est ça. Ou alors, tu as un mois pour faire les entraînements. C'est ça. Elle est dure la concurrence. Hein. Bon, Non, il a été bien, il a été très bien, moi, je trouve. ouais, bon, voilà. Il me faut un professeur avec moi, donc sinon je l'ai trouvé. donc, voilà, donc moi je suis très content, je vous remercie. Allez, le mot de la fin commence par Thomas, l'animateur, le co-animateur avec moi. Et moi je parle plus, je vous laisse le mot de la fin dans l'ordre, Thomas. Bah, écoute, d'abord, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas vu passer l'heure. C'était un plaisir d'échanger avec Franck et Mickaël. Merci à vous deux d'avoir répondu à l'appel. Merci Fabrice pour l'initiative et aussi pour ton invitation à participer au live. Ça sera donc avec plaisir. Je rebondis Ah, pour recommencer si ma performance a été appréciée. ouais. Et puis merci aussi aux auditeurs. J'ai reconnu quelques personnes. Malheureusement, j'ai pas toujours le réflexe ou la possibilité de répondre parce que je prends des notes en même temps, donc ça fait un peu beaucoup pour moi. Mais voilà, je salue tout le monde et notamment les personnes que j'ai reconnues comme Iskander. Franck, Eh ben, merci aussi à vous deux. Merci Fabrice, merci Thomas pour l'invitation, pour l'animation de cette séance, j'allais dire, tu vois. Mais c'est un peu une séance aussi, hein, pour vous. C'était un peu une séance, hein, nous, on était un peu les joueurs. Donc, non, pour le podcast, c'était le live, c'était très intéressant. Enfin, moi, pareil, j'ai pas vu l'heure passer. On pourrait parler des heures et des heures à parler football, enfin, de divers sujets. Après, pour conclure, ce que je retiens, enfin moi, ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas dans le football, il n'y a pas de vérité, il y a juste des convictions. Chaque coach doit vivre avec ses convictions, essayer de les transmettre. Les convictions, les valeurs aussi, c'est important parce que on est des coachs, mais on est avant tout des éducateurs, même pour des seniors. Et je pense que aujourd'hui, c'est hyper important de véhiculer des bonnes valeurs à nos jeunes, à nos joueurs aussi, parce que le football doit rester quand même un moment de plaisir avec des victoires, avec des défaites, mais voilà, et se retrouver comme ça. Mika, on était adversaires et on s'apprécie énormément. Chaque fois qu'on se revoit, on est content de se revoir et plein d'autres coachs aussi. Donc voilà, moi, mot de la fin, c'est voilà, travailler avec vos convictions, voilà, et puis essayer de passer le maximum de valeur à un sport qui en a bien besoin, mais je sais qu'il y a énormément d'éducateurs qui font un boulot énorme, énorme, énorme. On les voit pas ici. On n'en parle pas beaucoup, ceux qui font les jeunes et tout. Moi, je leur tire mon chapeau, en tout cas, pour le dévouement. Mickaël, Dur de passer après Franck. Il a tout Ouais, dit. puis je parle toujours longtemps, moi. Mes joueurs, ils me disent, putain, Voilà. C'est la première fois, Franck, qu'on va pas finir avec une bière à la fin du match. Hein, t'as vu ça change. Hein, ça, c'est une légende, ça. Oui, ah ouais, ok. Ben, en tous les cas, merci déjà Fabrice pour ton émission et puis pour tout ce que tu fais avec la CDC. Je trouve ça vraiment génial.
c'est pas assez reconnu et il faut qu'on arrive même à l'amical à te mettre un peu en valeur vis-à-vis de ça parce que c'est vraiment génial. Thomas, bon, tu as postulé pour le premier match, à mon avis, bah, je suis pas le coach de la CDC, mais à mon avis, tu risques d'être retenu quand même. Prépare-toi, c'est très bien. Et franchement, c'est une émission géniale. Moi, j'ai trouvé ça un peu court parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'en avais encore un petit peu à dire, à échanger avec vous. C'était vraiment un plaisir. Moi, Franck, plaisir aussi de t'avoir revu. Hein. On finit un partout, je pense, ce soir. Ni vainqueur, ni vaincu. Donc c'est sympa déjà. Non, mais très bien. C'est des moments de partage qui sont essentiels et qu'on retrouve, moi, dans l'amicale des éducateurs. C'est ce que je veux aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'échanges entre tous les coachs. Alors, on est tous pris dans la vie des clubs. Il y a de plus en plus de choses à faire et demandées par la Fédé, avec les labels, avec toutes ces histoires. Et on perd un peu ces valeurs de partage. Et comme Franck l'a dit, les valeurs de partage, mais les valeurs aussi autour d'un terrain, on en a tous besoin. Il faut redorer un peu l'image de notre football à tous les niveaux et puis d'être content de se retrouver autour d'un terrain. C'est le plus important. Voilà, donc merci à vous. C'était un moment très sympa. Mais ben, Hâte d'avoir le prochain épisode et le prochain thème. c'est très bien de finir sur les valeurs du foot. Merci, Michael. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Oui, justement, la boutade de la fin, c'est que je vois que Franck Patouillet a échangé la casquette contre les lunettes maintenant. Bah ouais, j'ai plus de cheveux, donc je peux prendre l'eau et puis j'y vois plus rien. Alors, tu vois. Et bien sûr, le dernier mot de tous ceux qui nous ont suivis, c'était une trentaine ce soir. Moi, voilà, je vous remercie parce qu'il n'y a que ça qui fait suivre notre passion quelque part. On échange et comme a dit Michael, c'est ça, on a été écoutés. Il y a eu plein de commentaires, plein de réflexions. Et ça, c'est super. Je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt. Et bonne saison à tous, hein, que ce soit au Gol FC ou à la Mur, on va se croiser, nous, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci Thomas, bonne soirée aussi. Ciao, à bientôt. Et vive le foot. Et au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir à tous.